Bonjour à toutes et tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent et puis bienvenue aussi à ceux qui nous font l'amitié de continuer à nous regarder, à nous écouter, à nous subir peut-être. Je parle de vous sur le chat, salut Zoulou, salut Ishtar, salut Volka, salut Billy, salut Julot, salut qui d'autre, salut tous les autres. On est ensemble pour 2 heures de stream, peut-être un peu moins aujourd'hui puisque j'ai 2 invités qui ne viennent plus. J'ai Marie-Stéphanie Servos de Mademoiselle qui a la crève et qui va pas venir, et j'ai Willy Moreau qui devait nous présenter son reportage sur les identitaires. Willy qui est reporter chez nous, qui est parti ce matin sur un incendie et qui est en train de monter son sujet pour l'antenne pour les incendies. Mais voilà, on va parler dans une première partie de stream d'Ukraine pour vous donner des nouvelles du front et puis aussi de ce qui se passe à Bruxelles. Bruxelles où a été négocié un accord conclu à l'arraché pour ouvrir des négociations d'adhésion à l'Union européenne. On va parler aussi un peu, peut-être en fin de première partie, de Vladimir Poutine qui va se représenter à la présidence de la Russie, qui promet de faire de son pays une puissance souveraine, dit-il en cas de réélection. On va parler de tout ça pendant 1 heure dans une première partie, donc dans une seconde partie. Ce sera à peu près aux alentours de 13 heures, puisque je dois libérer une de mes invités que je vous présente dans 1 minute. On ira faire un tour du côté obscur de l'intelligence artificielle et des deepfakes pornographiques qui ont visé la journaliste de Blast, Salomé Saké. Salomé Saké qui appelle à une régulation de ce phénomène qui consiste à utiliser des intelligences artificielles génératives pour créer des fausses images qui ressemblent à s'y méprendre à des vraies, pour humilier ou faire du chantage, et dont les victimes sont souvent des femmes. Maître Sid, avocat en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, viendra faire un point avec nous sur la législation et rappeler que tout ça c'est puni par la loi et puis que c'est vraiment pas bien. On recevra ensuite Audrey Maurice de l'ONG Foodwatch qui vient de lancer l'édition 2023 de la Casserole d'Or. La Casserole d'Or, c'est quoi? C'est l'élection qui fait trembler l'industrie agroalimentaire. La Casserole d'Or où les consommateurs votent pour la pire arnaque sur l'étiquette de Noël, avec cette année 6 produits sélectionnés par ceux qui ont voté, et parmi la pire des arnaques de Noël, l'un saumon fumé bien connu, on en parle tout à l'heure. Pour l'heure et pour l'instant, nous sommes le mardi 19 décembre, il est 20h à Brisbane, 13h à Moscou, il est 7h à Rio, il est 10h en temps universel, il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bonjour Sylvain Kahn. Bonjour. Bonjour. Sylvain, tu es enseignant-chercheur au Centre d'Histoire à Sciences Po, tu es par ailleurs spécialiste des questions européennes et de l'espace mondial. Surtout des questions européennes. Surtout des questions européennes, mais ça tombe bien, on va en parler. Et à ma gauche, Mariana Perret-Benessieux, qu'on connaît bien. Re-bienvenue chez toi, qu'on a plaisir à retrouver sur le plateau du Talk. Mariana, tu es journaliste indépendante, franco-ukrainienne. Tu collabores avec l'hebdomadaire Ukrainian Weekly et la publication en ligne Desk Russie. Et par ailleurs, comme je viens de publier un entretien sur le sujet qui vous passionne probablement, je suis certaine, sur la lutte contre la corruption en Ukraine. Et je vous ai trouvé un très bon expert qui s'y connaît bien, donc vous googlez comme ça, la lutte contre la corruption en Ukraine, ça sera sur le site francophone d'Ukrainian Weekly. Ce nouveau, ça vient de sortir et je suis certaine que ça vous plaira. Tu es déjà en train de me rencarder sur un prochain plateau. Si vous le voulez bien, on va faire un tour un peu plus au nord et donc aussi un peu plus à l'est, du côté de l'Ukraine donc, où il n'y a pas une nuit qui ne se passe sans une nouvelle attaque de drones ou de missiles sur les grandes villes du pays. C'est une guerre qui dure, qui tue, qui s'enlise, une guerre aux frontières de l'Europe où une autre bataille se joue en Europe, celle de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union, cette fois-ci sans canon, sans fusil, sans enfants qui meurent, mais avec des stylos, du papier, des milliards d'euros. La guerre dure, s'enlise, la Russie se réarme. Dans ce contexte, il y en a qui estiment que l'option la plus raisonnable, c'est de pousser l'Ukraine à faire des concessions et à mettre fin à la guerre. On en est là, Sylvain? Oui, alors c'est pas les plus nombreux quand même encore ceux-là, mais c'est une petite musique. Pour expliquer un petit peu, c'est un article du Monde que tu nous as fait parvenir par l'intermédiaire de Mathis tout à l'heure, juste avant qu'on commence. Oui, alors effectivement, c'est un article du Monde, c'était une initiative de Pierre Haroche et de Ronia Campin, qui sont 2 collègues, un français Pierre Haroche qui est prof à Londres, et Ronia Campin en Allemagne. C'est surtout qu'on a en commun les 20 signataires de cette tribune d'être, on peut être des universitaires, c'est mon cas, c'est celui de Pierre Haroche, mais on est surtout des think tankers. Donc moi par exemple, je suis expert associé à la Fondation Jean Jaurès, et on est tous. Vous réfléchissez sur des sujets. On réfléchit sur des sujets. Ouais, think tanker, ça veut dire ça, ça veut dire boîte à idées en fait. Et on est tous, disons d'une manière ou d'une autre, un peu experts en sécurité européenne, en géopolitique de l'Union européenne, etc. Et en effet, ça nous a paru important d'alerter à la fois tous nos concitoyens, donc on représente une 20aine de pays de l'Union européenne, mais aussi les dirigeants, les gouvernants, les parlementaires, les exécutifs, la Commission européenne, etc., du fait qu'il ne fallait surtout pas se décourager
dans le soutien à l'Ukraine. C'est très important. Et ne pas se décourager dans le soutien à l'Ukraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ukrainiens ont résisté de façon, rappelons-nous, c'était il y a bientôt 2 ans, ça fera 2 ans le 22 février, de façon que beaucoup de commentateurs ont trouvé inattendue. L'Ukraine, comme on le sait, c'est un pays en termes de, on peut le rappeler, c'est un pays en termes de superficie qui est un peu plus grand que la France. En termes de population, c'est entre la Pologne et l'Espagne à peu près. C'est une puissance agricole très importante. C'est un des 4e ou 5e exportateurs mondiaux, en particulier en céréales, en colza, en blé, en choses comme ça. En même temps, c'est un pays dont le niveau de richesse ou le pouvoir d'achat est plutôt au niveau, enfin même pas d'ailleurs au niveau de la Bulgarie ou de la Roumanie, donc c'est encore un pays en transition, mais c'est un pays très jeune, très dynamique et surtout qui se veut très très européen. Donc la réaction des Européens, ça a été dès l'invasion de soutenir les Ukrainiens. Alors attention, soutenir les Ukrainiens, comme chacun le sait, c'est pas aller faire la guerre en Ukraine. C'est envoyer de l'argent, envoyer du matériel militaire. Les Européens ont fini par envoyer des chars, notamment les chars allemands Léopard, qui sont considérés comme les meilleurs dans le monde. C'est accueillir des réfugiés, jusqu'à 5 millions d'Ukrainiens qui sont venus dans l'Union européenne, beaucoup en Pologne, en Roumanie notamment, mais aussi en Slovaquie. Et donc voilà, dans ce papier, qu'est-ce qu'on dit? On dit attention, c'est vrai que cette guerre dure, elle va durer probablement encore un certain temps. Les Ukrainiens, que ce soit l'armée, le gouvernement, la société, il y a eu un truc très intéressant en Ukraine, enfin, t'en parleras mieux que moi, qui est la défense territoriale, ça veut dire comment les gens se sont organisés eux-mêmes pour se défendre de manière très très décentralisée, alors qu'il n'y avait plus vraiment de service militaire au sens strict. Et donc ils ont repoussé les Russes, ils ont repoussé l'armée russe, alors que l'armée russe, ils ont un réservoir démographique très très important, plus de 150 millions d'habitants, et surtout une espèce de tradition assez ancienne, séculaire, où on prend les gens, en particulier dans les régions pauvres, on les envoie au front, et s'ils meurent, c'est pas grave, on les remplace, et en plus, ce qu'a fait l'administration Poutine, c'est qu'ils payent très 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 généreusement les gens qu'ils obligent à aller à la guerre. C'est-à-dire c'est un truc un peu mixte. Ils sont à la fois recrutés sur la base du volontariat et très bien payés. Ils sont aussi très incités. Mais en même temps, ils sont très incités, mais tout en étant très incités, ils sont quand même très bien payés. Puis alors, quand il y en a un qui meurt, la famille est excessivement dédommagée. Et par ailleurs, la Russie, c'est quand même une dictature. Donc de toute façon, s'il y a des gens qui râlent... Il y a plutôt intérêt à aller au front. Voilà. Donc, je reviens à cette tribune où on dit, attention... Les Européens ont décidé de soutenir la guerre, de soutenir les Ukrainiens qui résistent. Les Ukrainiens, on s'en souvient, il y a 1 an, on fait une première contre-offensive dans laquelle ils ont réussi quand même on peut le dire comme ça, à repousser l'armée russe vraiment à l'est de l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, l'armée russe occupe 18% du territoire ukrainien, sans compter la Crimée qui a été annexée en 2014. Et depuis, le front est gelé. On peut le dire comme ça, le front est gelé, un peu comme en 14-18, quoi. C'est-à-dire, on a une ligne de front, c'est très meurtrier, il y a énormément de soldats qui meurent, et donc les Ukrainiens, qui sont, voilà, un pays, je l'ai rappelé tout à l'heure, de la taille de la France, à peu de choses près, ou de la Pologne, évidemment, ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient devoir faire la guerre contre un État qui a une des plus grosses armées du monde, et donc ils ont besoin, pour résister, pour repousser l'envahisseur, ils ont besoin d'armes, de munitions. Alors, et on voit bien qu'aujourd'hui, les armes qui sont envoyées par les Européens, c'est bien, mais ça pourrait être plus. Et si on voulait vraiment, si les Européens voulaient vraiment que les Ukrainiens soient en capacité, pas seulement psychologique et par leur inventivité et la qualité de leur armée, qui soient en capacité militaire
de repousser l'armée russe et de regagner les territoires qui ont été conquis par l'armée russe, il faudrait qu'ils aient beaucoup plus d'armes. On entend justement des reportages sur France Info notamment, mais sur d'autres chaînes de Radio France, où par exemple il y a des artilleurs ukrainiens qui expliquent qu'il faut qu'ils fassent très attention. Ils envoient pas plus de 3 obus par heure parce que les obus sont comptés. Parce qu'ils n'en ont pas assez ou pas beaucoup. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens ? Ils ont dit depuis 2 ans, on va se mettre en capacité de fournir le plus possible de munitions et d'armes aux Ukrainiens. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on a fait, les Européens ? Les Américains ont fait pareil, mais les Européens ont puisé dans leurs stocks. Puis à un moment donné, les stocks arrivent un peu à épuisement parce que l'industrie de l'armement et le fonctionnement des armées n'échappent pas, j'allais dire, au monde moderne et à l'économie moderne, c'est-à-dire le juste à temps, le zéro stock. Et donc il y a un moment donné où dans tous les pays d'Europe, on dit bah ouais, mais là on arrive au bout quoi. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut produire. Et un jour, on s'en souvient peut-être, vous vous en souvenez peut-être, le président Macron a dit « Ouais, on va rentrer en économie de guerre ». Alors, économie de guerre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on oriente les capacités productives de l'industrie vers la production de matériel militaire. Alors, on l'a fait un peu, mais on constate qu'on le fait, mais c'est toujours pas prioritaire à un point tel que, par exemple, on va dire, ah ben là, sur cette ligne de production, on avait l'habitude de construire des châssis de voitures, et ben à partir du mois prochain, on arrête les châssis de voitures et on se met à construire du matériel de guerre et en particulier des canons. Voilà, c'est ça l'économie de guerre. C'est quand petit à petit, on reconvertit de plus en plus d'usines à la production de matériel de guerre. On n'en est pas là. Je vais vous donner un exemple. Le commissaire européen à l'industrie, qui s'appelle Thierry Breton, c'est le commissaire français, qui a joué un rôle très important dans la vaccination, c'est-à-dire dans le fait que les Européens ont réussi à faire qu'il y ait suffisamment de vaccins au moment du Covid pour tous les Européens. Ancien ministre de l'économie et des finances par ailleurs, voilà, ancien patron d'une grande entreprise française voilà, par ailleurs aussi. Il y a un certain temps, c'est ça, il est plus tout jeune, ça l'empêche pas d'être toujours vert, on va dire, enfin dynamique quoi. Il a dit au nom de l'Europe, avec l'accord de tout le monde, du Parlement européen, du gouvernement de l'Europe qui s'appelle la Commission européenne, et de tous les États membres, il a dit d'ici fin 2023, on va envoyer 1 million d'obus, on va produire et envoyer 1 million d'obus aux Ukrainiens. On est bientôt fin 2023 et on en a produit et envoyé que 300 000. Voilà. Alors Breton est très embêté, il dit ok, on est en retard. On remplira nos promesses, mais on est en retard. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Donc nous, ce qu'on dit dans cette tribune, et encore une fois, on va appeler ça des experts donc de 20 pays différents de l'Union européenne, on dit il faudrait peut-être, se mettre en capacité de faire que cette priorité devienne une vraie priorité, parce que si on ne fait pas en sorte que les Ukrainiens gagnent et arrivent à repousser l'armée russe, ça veut dire que ce pouvoir russe, qui est un pouvoir autocratique, il n'y a pas de démocratie, là il va y avoir des élections en Russie, mais c'est des élections en trompe-l'œil, qui est un pouvoir très très corrompu, très népotique, et qui surtout, en ce qui concerne cette guerre, est un pouvoir, on le voit bien, impérialiste et colonialiste. Ça veut dire, la Russie, le pouvoir russe, en tous les cas, l'État russe qui est installé là depuis 25 ans, dit quand j'ai un problème, je ne m'assois pas autour d'une table pour négocier, je n'en appelle pas au cours de justice internationale, parce que ça existe, pour régler un problème de frontière, pour faire part de ma revendication avec un gros dossier, des avocats. Je dis, tiens, demain, j'envoie l'armée et j'envahis un territoire dont j'estime qu'il me revient. Et ça, c'est tout le contraire de ce que font les Européens depuis 1950. Et comme il y a beaucoup de pays de l'Union européenne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, mais aussi la Finlande, qui ont fait partie, à un moment donné ou un autre, dans leur histoire récente, de l'Empire russe ou de l'Empire soviétique. Il y a des pays comme la Pologne, comme la Hongrie, comme la République tchèque, qui ont été
disons, sous le joug de l'Union soviétique, qui avait installé par des coups d'État des pouvoirs communistes alignés sur le pouvoir soviétique avant la chute du mur de Berlin. Du coup, ça fait beaucoup de gens qui savent ce que c'est que l'impérialisme russe quand l'impérialisme russe se manifeste. Et donc, ce qu'on est un certain nombre à penser, c'est que si on laisse Poutine gagner ne serait-ce que 20% du territoire ukrainien, ça veut dire qu'en gros, on lui dit, en effet, tu penses que tu peux régler les problèmes par la violence, par le rapport de force, par la brutalité, par les crimes de guerre. Au passage, il ne faut pas oublier quand même que, on s'en souvient, au mois de mars, on a découvert l'ampleur des crimes de guerre et des massacres de masse pratiqués notamment à Boutcha, dans la banlieue de Kiev. Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait à l'Ukraine ? D'accord ? Surtout que le pouvoir russe est toujours la deuxième puissance nucléaire du monde, donc fait du chantage à la guerre nucléaire. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, il ne faut pas se laisser intimider. Alors nous, on ne dit pas il faut aller faire la guerre, il faut envoyer des soldats, parce que, on peut en débattre. Hein. On n'est pas en guerre contre la Russie. On n'est pas en guerre contre la Russie, mais il faut aussi soutenir. que la Russie sache, il faut aussi demander l'avis de la Russie si elle n'est pas en guerre avec nous. Parce que, à mon avis, et j'ai l'impression... Hein, avec nous, l'Europe, la France oui. L'Europe, la France, parce que même les paroles de responsables russes parfois indiquent assez clairement que la Russie, elle s'estime être dans une forme de guerre, je dirais ça comme ça, avec l'Occident, donc avec nous. Mais que ça soit le cas ou pas, il y a aussi une sorte des hostilités, même s'ils ne sont pas militaires, à l'égard contre la France, de fait. Nous connaissons tous, bien sûr, les ingérences dans les élections américaines. C'est une chose, tout simplement parce qu'on en parle beaucoup. Mais il y a aussi, bien entendu, toutes sortes d'ingérences contre la France et à des attaques cyber, par exemple, contre la France, parfois contre les infrastructures de pays européens. Il y en avait avant le conflit. Oui, non. Avant le conflit, avant 2014 ? Avant la guerre contre l'Ukraine. Oui, avant 2014 ? Oui. Oui. Ouais. Ah oui. Ouais, non, mais je veux dire, non, mais peut-être pas de cette intensité-là, peut-être pas avec la même récurrence, mais oui. Non, mais c'est une nation cousine, ça n'a jamais été une nation vraiment amie. Voilà. Donc, en fait, même si nous ne sommes pas en guerre, malheureusement, l'ennemi, excusez-moi, je ne sais pas comment dire autrement. Quand on a quand même un pays qui nous attaque, d'une certaine manière, même si ce sont des attaques cyber, même si ce sont des attaques informationnelles, ça reste des attaques, donc je ne vois pas ce pays comme ami. Hein, l'Europe ne le considère pas non plus comme un pays ami. Voilà. En témoigne le nouveau paquet de sanctions qui a été décidé. Mais c'est pourquoi j'ai dit ça aussi, parce que alors on a longuement écouté Sylvain et c'est très très important ce qu'il a dit, parce que en fait on a parfois l'impression que ça c'est une sorte de position idéaliste, alors que ce qui venait d'être dit, c'est la position réaliste. Ce sont des tribunes de style « poussons l'Ukraine à faire ceci, cela » ou « faisons, élaborons une telle stratégie et parions sur le fait que la Russie, elle fera ceci ou cela ». Ça, c'est un peu faire non, mais c'est faire des châteaux des sables dans la mesure où il faut toujours se baser quand même sur la réalité. Donc, bien sûr, ça nous fait peur de se dire que nous opposons probablement à la Russie. En plus, on a eu l'habitude d'avoir peur de ce pays, surtout de l'époque de la guerre froide. Mais après, ça ne sert à rien d'avoir peur et de faire le déni de réalité. Ce n'est pas un pays ami. Et quoi qu'on pense, ça ne changera pas la réalité des choses. Ils ne vont pas devenir amis tout simplement parce qu'on fermera les yeux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on dit qu'il faut pousser, par exemple, l'Ukraine à négocier, mais ça se base sur quoi ? Qu'est-ce qui indique que la Russie, elle veut négocier quoi que ce soit ? Qu'est-ce qui indique que la Russie, elle voudra négocier à un tel moment, si ça arrive, ou si ça arrive ? En réalité, rien.
tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'ils vont jusqu'au bout. Et c'est même pour cela qu'il faut arrêter le déni de réalité, et c'est pour cela qu'il faut commencer l'effort de guerre promis, effectivement. Parce que pour l'instant, la réalité, elle est telle que la seule réaction possible, c'est d'augmenter l'effort de guerre. Même si on aurait envie d'imaginer, et si l'autre partie, elle changeait, parce que ça nous rassurerait tous quand même collectivement. Mais ça n'arrive pas. Pour l'instant. L'effort de guerre, on l'a pas tant fait que ça tout de même. On a envoyé quelques canons César. Un tout petit peu quand même, non ? Tout dépend de ce qu'on appelle l'effort de guerre. Voilà. Après, tout dépend où on met le curseur. Mais si. Il y a des calculs qui ont été faits par un institut allemand, l'Institut de Kiel, qui, en date de l'été dernier, avait quantifié, alors en euros ou en dollars, tout le soutien apporté par les pays industrialisés de l'OCDE à l'Ukraine. Bon, donc c'est un soutien très significatif, soit en matériel de guerre, soit en argent pour acheter du matériel de guerre. Et là-dessus, on s'est rendu compte, c'est un peu contre-intuitif, mais que les Européens, et quand je dis les Européens, je parle de l'Union européenne, enfin je parle des pays qui sont dans l'Union européenne, avaient contribué autant sur le plan du matériel militaire que les États-Unis. Avec en plus cette petite particularité, c'est que les Européens, depuis 1 an, se sont engagés sur une période de 4 ans. Bon, alors, et on s'en souvient, enfin certains d'entre vous s'en souviennent, j'en suis sûr, il y a eu des débats qui ont duré assez longtemps, parce qu'il a fallu que les Européens discutent entre eux, se convainquent que c'était la bonne idée, mais en gros, à partir du mois de juin ou de l'été 22, ils ont décidé d'envoyer des chars. Pas seulement des chars légers, mais des chars d'assaut. Bon, et puis finalement, après que Zelensky, le président ukrainien, ait demandé pendant des semaines et des semaines qu'on envoie des avions de chasse, la décision a fini par être prise au début de l'année 2023 d'envoyer des avions de chasse, alors qu'ils ne sont toujours pas encore arrivés. Il faut former les pilotes. Justement, les Européens font un gros effort de formation. Il y a quasiment 30 000 membres de l'armée ukrainienne qui ont été formés, notamment sur du matériel sophistiqué. Donc, bon, et puis en plus, toute l'aide civile, hein, c'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, l'accueil des réfugiés, l'argent qui est envoyé pour la reconstruction, parce qu'on est dans c'est un peu les Shadocks, hein, enfin, je sais pas si les Shadocks, c'est partagé par toutes les générations. Par une partie de nos internautes. Bon, enfin, je veux dire, c'est un peu absurde. Il faut contextualiser. Voilà, il faut contextualiser. Bon, c'est un peu absurde, c'est-à-dire que les Européens financent, si j'ose dire, au fur et à mesure, la reconstruction de ce qui est détruit méthodiquement par l'armée russe qui, comme on le sait, ne se contente pas de faire la guerre à l'armée ukrainienne, mais pilonne méthodiquement les villes ukrainiennes, les infrastructures et les réseaux ukrainiens. C'est bouché avec du sable, un puissant fond. L'image, c'est un peu ça. Ouais. Enfin, sauf qu'il y a un fond, en l'occurrence. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas du tout négligeable ce que font les Européens, et en plus, ils le font de manière coordonnée dans le cadre de l'Union européenne. Voilà. Bon, alors, mais encore une fois, ce qu'on constate, c'est que, on peut le dire comme ça, c'est très bien d'avoir fait ça, mais est-ce que c'est assez ? Et la réponse est clairement non, c'est pas assez. Donc là, il faut passer la 4e, quoi. Et moi, j'ai envie de dire aussi, je pense que c'est souhaitable, parce que là, on vient de détailler tout ce qui a été fait, et ce qui fait, il y a encore beaucoup plus, en fait. Parce qu'il y a aussi l'argent, par exemple, qui sert à maintenir, à soutenir l'économie ukrainienne. Parce que parfois, il faut aussi se rappeler des choses les plus simples. Vous voyez, l'Ukraine, c'est quand même un pays qui reste peuplé par des millions de personnes, malgré les mouvements des réfugiés, malgré les dangers qui guettent les civils, même dans les zones libres. Ça reste un pays peuplé, mais qui, du fait de la guerre, dont l'économie ne peut pas fonctionner normalement, qui est extrêmement fragile économiquement, et ça aussi, c'est l'effort de guerre. Et donc, en fait, c'est même pour cela qu'il faut vraiment être réaliste, il faut se dire...
On a déjà pris une décision de soutenir l'Ukraine. C'était une bonne décision. On a déjà fait beaucoup d'efforts et c'était un bon effort. Mais à la fin, parfois, tout le monde sait, si on fait beaucoup mais pas assez, à la fin, on aura tout simplement beaucoup de gâchis. Donc à la fin, il faut être très cohérent et se demander, est-ce que je fais des choses bien, je fais beaucoup de choses, mais est-ce que je fais assez? Parce que est-ce que je fais assez pour parvenir au résultat? Il ne faut pas non plus compter sur le fait que l'Ukraine puisse tenir encore 10 ans ou 5 ans, ou premièrement parce que avec toute l'aide détaillée, ça risque d'écouter beaucoup plus même que ce qu'on peut se permettre en fait. À la fin, même quand on a beaucoup d'argent, à la fin, on peut toujours arriver vers un seuil où on ne peut plus. Donc, pour que ça ne soit pas gâché. Deuxièmement, parce que les Ukrainiens sont déjà extrêmement éprouvés. On mise toujours, on parie toujours énormément sur le moral des Ukrainiens. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le moral des Ukrainiens, il a été admirable. Ils ont résisté, c'est vrai. Ils se sont adaptés à des guerres, à des phases de guerre assez différentes. Ils ont montré vraiment une résilience collective très très importante, mais il ne faut pas non plus considérer que ça peut durer naturellement, éternellement, parce que les gens sont extrêmement éprouvés. C'est normal. Et troisièmement, ça c'est extrêmement important, on vient seulement d'effleurer un tout petit peu le sujet de la reconstruction, et là je fais un petit teasing pour les spectateurs. Si le sujet les intéresse, j'ai fait un autre article, un très long article, et il me semble qu'il est intéressant, qui va sortir sur le sujet de la reconstruction. Donc, je connais un tout petit peu le sujet. Il y a quand même un problème. Il y a effectivement cette reconstruction qui dure, qui a déjà coûté énormément d'argent, qui va coûter encore plus d'argent. Mais c'est une reconstruction, c'est un peu, pour l'instant, une sorte de puits sans fond, premièrement, parce qu'on reconstruit et on risque que cela soit redétruit derrière. C'est même pour cela que, bien entendu, tout le monde comprend que dans ce cas-là, on ne peut pas, il faut quand même reconstruire beaucoup, notamment en ce qui concerne les infrastructures stratégiques, les réseaux, les habitations, et en fait tout ce qui permet aux civils de vivre, de continuer à vivre. Mais on ne peut pas non plus se permettre de reconstruire tout ce dont on a besoin. On ne peut pas se permettre, par exemple, de reconstruire bien, vraiment, réellement, des hôpitaux. On a quand même pas mal d'hôpitaux qui ont été détruits. On passe en réalité par des petites réparations. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on fait les choses bien, 2 jours après, les Russes peuvent bombarder cet hôpital. Et là, on se heurte, ça impose, ça met une sorte de cloche de verre au-dessus de l'Ukraine, de sorte à ce qu'elle elle continue d'être détruite un tout petit peu tous les jours, mais elle ne peut pas être reconstruite à la hauteur de ce dont elle a besoin tant que la guerre n'est pas gagnée, tant qu'il n'y a pas réellement de sécurité. Donc là, il faut vraiment prendre cela en compte. Il faut faire les calculs. Donc en fait, je suis d'accord avec les illustres cerveaux là qui encouragent l'Europe à ne pas se décourager. Mais ce que j'ai envie de dire, et je pense que c'est le discours de réalité, c'est qu'une fois qu'on a pris toutes les décisions, une fois qu'on fait les choses bien, il faut aussi savoir se réajuster, se dire est-ce que je fais assez, ou est-ce que je fais assez bien là, ou est-ce juste tout simplement pour que ces efforts ne soient pas perdu, pour qu'elle soit bien appliquée, bien dépensée. Alors justement, mais tu parles d'Europe. Jeudi dernier, il y a les 27 de l'Union européenne qui ont vaincu l'opposition du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, pour ouvrir la porte à des négociations, pour faire entrer un jour l'Ukraine dans l'UE. Qu'est-ce qui a coincé côté hongrois? Le Premier ministre hongrois... Parce que comment dire, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union, il y a 2 ans, c'était pas vraiment le sujet. Là, il y a eu quand même du chemin qui a été fait. Avant l'invasion de l'Ukraine, avant l'invasion, l'agression de l'Ukraine par l'État russe, c'était déjà un sujet pour certains pays européens, en particulier la Pologne, mais aussi la Lituanie.
qui, depuis 20 ans en réalité, disait, bon, bah, un jour, faudra quand même que l'UE, nous on est rentrés en 2004, disaient par exemple les Lituaniens, ou les Lettons, ou les Polonais, et un jour, faudra aussi qu'on s'élargisse à l'Ukraine. Il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Bon. Et puis, les autres membres de l'Union européenne disaient, oui, bon, il n'y a pas d'urgence. Voilà. On va déjà faire un accord d'association. Parce que l'Union européenne a, disons, une espèce de politique étrangère régionale, on peut dire ça comme ça, hein, qui s'appelle la politique de voisinage, qui, comme son nom l'indique, est la manière dont on peut bâtir des relations les meilleures possibles avec ses plus proches voisins. Voilà. Et c'est là où on peut dire la Russie n'est pas un voisin. En dépit quand même, hein, parce qu'il y a quand même 2300 km de frontières communes entre la Russie et l'Union européenne. Hein. Puis il y a un petit morceau de la Russie qui est dans l'Union européenne, hein, l'enclave de Kaliningrad, qui est entre la Lituanie et la Pologne. Donc il y a un petit morceau là. Donc, mais voilà, c'est là où on voit la différence entre effectivement un pays hostile, même si c'est pas un ennemi au sens juridique du mot, la Russie, et des pays voisins qui sont des pays amis. Et donc, ce que les dirigeants européens appellent la politique de voisinage, c'est une politique qui consiste à dire, bon ben, des pays dont on est proche, à la fois géographiquement, mais aussi culturellement, économiquement, humainement, hein, eh bien, on va faire avec eux un accord, un traité, hein, dans le cadre duquel on va faciliter cette proximité, ces relations de proximité. Alors, ça s'appelle un traité d'association. Voilà. Bon. Et pour la petite histoire, certains d'entre vous s'en souviennent, d'autres sans doute pas. Pour la petite histoire, le gouvernement ukrainien et le gouvernement européen étaient sur le point de signer un accord d'association en 2013. Et au dernier moment, le gouvernement ukrainien de l'époque a dit, parce que Poutine lui a mis une grosse pression dessus, a dit « Bon, finalement, je ne signe pas cet accord d'association ». Et ça a déclenché un grand mouvement social et politique qu'on a appelé la révolution du Maïdan, dont tu parleras bien mieux que moi. Hein, où tout d'un coup, il y a un certain nombre d'Ukrainiens qui ont dit « Mais il est hors de question de ne pas signer cet accord d'association. Nous, on se sent européens. » Alors, ça veut dire quoi, on se sent européen? Ça veut dire, on partage les valeurs qui sont celles des gens qui vivent... Et l'histoire. Des gens qui vivent dans l'UE, quoi. C'est-à-dire le pluralisme, la liberté de conscience, la liberté tout court, le fait d'avoir des élections libres, avec plusieurs partis... de vivre dans un cadre où, dans l'ensemble, on essaye de bannir la violence et le conflit. Bon, ça fait un peu idéaliste, pour reprendre le mot que tu disais tout à l'heure, mais grosso modo, c'est ça. Et on n'a pas envie d'être empêché d'avoir un accord. Alors certes, l'accord portait surtout sur le commerce, sur la circulation, sur le fait qu'il n'y aurait plus besoin de visa pour aller de l'Ukraine en Europe et réciproquement, etc. Et tout d'un coup, le gouvernement ukrainien a dit « Ah ben finalement, je ne signe pas », et ça a déclenché une révolution. Si tu permets, là, je vais contextualiser ça du côté vraiment pratique et pragmatique, parce que justement, là, on a parlé de voisinage. Il faut se rappeler, parce qu'on est souvent quand même encore prisonnier de récits impérialistes russes qui veulent relier l'Ukraine tout le temps à la Russie, et on oublie qu'en fait l'Ukraine c'est un pays comme un autre, c'est un vrai pays qui a des voisins et qui partage beaucoup d'histoires et beaucoup de liens avec ses voisins. Notamment, c'est le cas pour la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie. Et en fait, quand on regarde, j'aurais pris la casquette de géographe, et là on va faire un peu la géographie politique, mais aussi réelle et affective. En fait, la première chose, et ce que les gens ne se rendent pas compte quand ils sont encore prisonniers du récit impérialiste russe, c'est que l'Ukraine a partagé beaucoup plus de temps de son histoire avec la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie qu'avec la Russie. Donc ça c'est le premier point. Et donc en fait pour les Ukrainiens c'est tout à fait normal quand l'Ukraine a vu que, parce que
dans les années 90, il y avait quand même une sorte, quand il y a eu des pays comme la Pologne qui savaient dès le départ qu'elle voulait faire partie de l'Union européenne, pour les Ukrainiens, ce n'était pas encore évident en soi. Par contre, il y avait ces liens. Il faut comprendre que au début des années 90, c'était normal, il y avait des liens, les gens ils partaient très très librement. Les Ukrainiens en Pologne et les Polonais en Ukraine. On faisait des courses, mais pas les mêmes. Les Polonais en Ukraine, les Ukrainiens en Pologne, on partait en vacances parce que c'était soit trop cher, soit impossible de partir un peu ailleurs. Mais on partait souvent. Moi, par exemple, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai passé mes vacances, par exemple, en Hongrie ou en Slovaquie. Sur le lac Balaton. Alors moi, c'était plutôt les thermes, parce qu'en Hongrie, ils ont vraiment une sorte de culture thermaliste absolument géniale. Et comme il y a des montagnes, il y a des sources, et enfin, c'est super. Et ça fera l'objet d'un autre stream. Oui, non, mais, vous voyez, il y a réellement des liens entre les pays. Et le choc, et donc en fait, les Ukrainiens, ils s'alignaient pas mal, en fait, ils regardaient ce que les voisins font. Et il faut aussi comprendre que quand on parle des années 90, quand on traversait la frontière, par exemple, entre l'Ukraine et la Hongrie, ben, c'était à peu près la même chose. Hein. C'était à peu près la même chose jusqu'à quasiment peut-être l'année 2000. Mais après, avec l'accession vers l'Union européenne, on a remarqué que non, c'est quand même, ça devient beaucoup mieux que là chez nous là. C'est beaucoup mieux. Et en fait, mais oui, mais alors pourquoi il y a cette réticence hongroise? Mais voilà, on va y arriver. Mais on va expliquer quand même d'abord les Ukrainiens dans tout ça. C'est que les Ukrainiens, ils regardaient les voisins et ils se disaient ah oui, mais peut-être que cette Union européenne, c'est pas mal. Mais après, c'est devenu vers l'année 2000, surtout, c'est devenu une sorte de début de panique dans la mesure où nos amis là, nos proches là, ils viennent partir. Hein. Ils viennent partir quelque part parce que l'Union, en plus, ils ont tous voulu rentrer non seulement dans l'Union européenne, mais surtout dans l'espace Schengen. En gros, ils faisaient un mur. Et là, on s'est dit mais vous êtes partis où là? Un mur, t'exagères quand même. Ah non, à l'époque, pour les Ukrainiens, pour avoir un visa de Schengen, oui, c'était un mur. Okay. Ah, c'était un mur et en plus, c'était respecté. C'est pas. Et donc, et là, on s'est dit tout de suite, la société ukrainienne, vraiment, elle a cogité comme ça pendant quelques années. Et on s'est dit non, nous aussi, nous voulons. Ne nous quittez pas. Mais uniquement parce que, en fait, l'Ukraine, elle existe comme ça en lien avec ces pays. Maintenant, ce que j'ai expliqué, c'est quand il y a des liens, c'est comme dans la famille. Hein. Les liens, ils peuvent être chaleureux, mais parfois, il peut y avoir des disputes. Et c'est tout à fait normal, il ne faut pas en avoir peur, hein, forcément. Donc on peut avoir, on connaît quand même pas mal de différends entre l'Ukraine et la Pologne. Par exemple, c'est normal parce que l'Ukraine et la Pologne ont quasiment formé à un moment donné une confédération qui était... C'était il y a très longtemps. Mais pour les Ukrainiens et pour les Polonais, c'est les meilleurs ennemis. Hein. Les meilleurs amis. Il y a toujours eu une franche entente, notamment aux frontières entre les Ukrainiens et les Polonais. Revenons à cette Hongrie. Donc, avec la Hongrie, les Ukrainiens ont aussi partagé l'État qui était l'Empire austro-hongrois. Et c'est même cela. Là, je vais expliquer un peu les Hongrois pour ceux qui ne le connaissent pas. Quand on dit qu'il y a, par exemple, les tendances d'extrême droite en Hongrie, de quoi ça a l'air? Ce sont des sortes de... un ressentiment impérialiste. C'est une sorte de... c'est pas comme la Russie qui veut reprendre ou reconstruire l'Empire, mais c'est une sorte de nostalgie de la grandeur perdue. On utilise comme thème pour développer cette nostalgie les populations, enfin les Hongrois ethniques qui peuvent vivre dans les pays voisins, comme l'Ukraine, mais pas que l'Ukraine, il y a aussi Roumanie. Il y a aussi des différends, par exemple, il y a de griefs de l'extrême droite hongroise, par exemple, envers la Roumanie, qui elle aussi, je ne sais pas, elle discriminerait, par exemple, les populations hongroises qui vivent actuellement en Roumanie. C'est normal, parce que ce pays sont quand même la Hongrie, la Roumanie, l'Ukraine, la Slovaquie, la Tchéquie, sont nés quand même sur les ruines de l'Empire austro-hongrois. C'est pour ça qu'on a quand même des populations mélangées. De même, il y a des Ukrainiens qui ne vivent plus vraiment parce qu'ils ont été assimilés, mais qui vivent en Hongrie ou en Slovaquie, par exemple, hein, ou en Pologne. Donc,
ça donne beaucoup de douleur, parfois, hein, parce qu'il y avait des épisodes d'assimilation, comme c'est le cas par exemple en Hongrie, en ce qui concerne les Ukrainiens. Il y a aussi des thèmes qui peuvent être exploités par l'extrême droite. Donc en fait, quelque part, l'Ukraine, c'est juste qu'on ne se rend pas compte, mais quelque part, c'est aussi un sujet de la politique intérieure pour chatoyer un certain électorat. Pour Viktor Orban. Voilà. Après, il faut raison garder. Nous voyons que pour l'instant, ça reste contenu. Donc c'est plutôt une sorte de flirt, mais un flirt assez dangereux. Mais ce flirt dangereux, il peut exister également dans d'autres pays, comme par exemple la Pologne, et je regrette de le dire, comme l'Ukraine. Il peut y avoir également de... Et en fait, il y a eu des tensions comme ça au niveau de la politique intérieure, hein, attention, hein, surtout, en Ukraine et en Hongrie. Pourquoi ? Parce que, justement, Viktor Orban, dans le cadre de ces caresses de certains électorats, par exemple, il distribuait, la Hongrie distribuait carrément des passeports hongrois à des Ukrainiens qui pouvaient prétendre à ces passeports, mais de manière... Mais ils vivent dans un autre pays, ils sont ukrainiens, et ils ne déménagent pas en Hongrie. Mais en fait, c'est une hostilité, si vous voulez. Quand on vient et quand on distribue le passeport hongrois à tout un village étranger, qu'est-ce que cela veut dire ? Donc l'Ukraine, enfin si vous voulez, l'opinion ukrainienne générale, et bien sûr, donc ça crée une certaine tension, ça fait plaisir à un certain électorat. Donc c'est pour expliquer qu'il y a quand même des sujets. Sylvain, ça ne tient qu'à ça. Le veto hongrois, c'est cette hostilité entre cousins, historique. Orban, c'est, disons, dans la scène politique européenne, c'est un personnage très singulier et en un sens, et très intéressant. Orban, aujourd'hui, il doit avoir pas loin de 60 ans maintenant, donc il est plutôt jeune, et c'est pas encore un vieillard, mais bon. Mais il faut voir qu'il a débuté la vie politique, il est rentré dans la vie politique à la fin du communisme. Hein, c'est-à-dire, il était encore étudiant en droit à la fin des années 80. Et quand le communisme a commencé à craquer un peu, parce que Gorbatchev, qui était le leader de l'Union soviétique, a commencé à lâcher l'Empire, et en gros à dire aux pays qui avaient été communisés de force par l'Union soviétique, après 1945, Gorbatchev a commencé à dire écoutez, maintenant, que chacun fasse un peu comme il en a envie. Voilà. Et donc, Orban a fait partie des premiers leaders à l'époque, très jeunes, qui du coup ont poussé le régime communiste hongrois à négocier puis à partir. Bien. Il a pris la tête d'un parti, on va dire, de centre-droit, qui était un peu démocrate-chrétien. Il arrive au pouvoir une première fois en 1998, où il était à l'époque l'un des plus jeunes premiers ministres d'Europe. Il négocie l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne. Il perd les élections en 2002. Et pour revenir au pouvoir, il commence à droitiser, puis à extrême droitiser son discours et son programme. Par opportunisme. C'est un mélange de conviction et d'opportunisme. Disons, voilà, c'était quelqu'un qui était un peu conservateur, il a un peu vieilli aussi. Il a compris que la lutte contre la corruption était sans doute un cheval de bataille très très important. Bref, il revient au pouvoir en 2010, toujours avec le même parti. Hein, c'est ça qui est important, parce qu'il faut voir qu'il n'a pas changé de parti, il a, entre guillemets, fait évoluer son parti et sa doctrine. Et arrivé au pouvoir en 2010, il gagne les élections 4 fois de suite, 2010, 2014, 2018, 2022. Donc il est toujours là. Et là, il invente une nouvelle doctrine idéologique en Europe. C'est pour ça qu'il est très intéressant, il est très innovant en un sens, hein, quoi qu'on en pense, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il invente une nouvelle doctrine qu'on peut appeler un souverainisme pro-européen. En général, ceux qu'on appelle les souverainistes, c'est ceux qui disent traditionnellement... Plutôt anti-européens. Voilà, c'est des gens qui disent « Ouh là là, moi je crois dans la souveraineté de la nation. Et comme je crois dans la souveraineté de la nation, je ne comprends pas ou bien je n'aime pas l'Union européenne.
Parce que dans l'Union européenne, c'est la supranationalité, ça veut dire on mutualise les souverainetés nationales et on décide on tout. dissout On la décide les choses souveraineté. ensemble. Donc si on décide les choses ensemble, ça veut dire que mon peuple, alors si on est français, le peuple français, si on est espagnol, le peuple espagnol, c'est-à-dire que mon peuple n'est plus au centre de la décision. Je ne veux pas que mon peuple co-décide avec d'autres nations. Mais Orban a dit, moi en fait, ce qui me plaît pas dans l'Union européenne, c'est qu'il y a un pouvoir, une élite bruxelloise qui prennent des décisions à notre place. Mais je trouve que c'est quand même une bonne idée qu'on soit unis, parce que le plus important, c'est d'être unis contre ceux qui ne sont pas européens. Alors, il considère que les citoyens roms, il y a 12 millions d'Européens qui sont roms en Europe, ne sont pas des vrais Européens. Il considère parfois que les Juifs ne sont pas des vrais Européens. Il considère surtout que les Noirs, les Arabes, les musulmans ne peuvent pas être de bons Européens ou ne peuvent pas être Européens. Et donc, par rapport à tout ça, il dit quand même, l'union fait la force, mais faisons l'union européenne, disons, des souverainistes et des néo-nationalistes. Mais on ne se fera plus la guerre entre nous. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait un gouvernement à Bruxelles, la Commission, qui décide de tout. Voilà. Et un jour, Orban, qui est un type assez cultivé, qui est au moins bac plus 5, a dit, en 2014, il était à côté de Angela Merkel, qui à ce moment-là était considérée comme la personnalité, on va dire, à la fois la plus sage et la plus influente en Europe. Ils étaient ensemble en 2014, dans un sommet, en plein été. Il a dit, voilà, moi je crois dans la démocratie illibérale. Ça serait bien que les Européens, que les autres Européens arrêtent de croire qu'il n'y a qu'un seul modèle de démocratie. Et la démocratie libérale, en fait, c'est que c'est très bien qu'il y ait des élections, mais par contre, il faut considérer qu'une fois que la majorité a gagné, il faut que les minorités arrêtent de nous casser les pieds. Que ces minorités soient, disons, de genre, sexuelles, politiques, de croyances religieuses ou même économiques. C'est-à-dire que du coup, il est pas tellement pour la concurrence. Il aime bien le népotisme, c'est-à-dire placer des gens de sa famille à la tête des entreprises. Il n'est pas contre la corruption. Évidemment, il ne l'avoue pas, mais on le constate, il y a des études là-dessus. Et surtout, il n'aime pas tellement le pluralisme, même si, bien entendu, il y a des élections qui, dans l'ensemble, sont libres. Donc, la Hongrie, c'est assez spécial parce qu'il n'y a pas de censure. C'est pas une dictature. Mais vous avez un pouvoir qui, disons, fait du clientélisme, qui donne beaucoup de sous à certaines catégories sociales, qui marginalise d'autres catégories sociales, Et je veux juste... qui est très contre les LGBTQ, etc. Et qui, en même temps, est contre la supranationalité, c'est-à-dire les décisions qu'on prend ensemble au niveau européen. Et en même temps, il est très content que la Hongrie puisse bénéficier de l'argent européen. Donc, c'est tout ça. Et du coup, vous voyez bien que, idéologiquement, il est en fait, en termes de valeurs politiques, il est beaucoup plus proche de Poutine que de la plupart des autres dirigeants européens. Voilà. Et donc, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tu l'as rappelé tout à l'heure, ça a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et, on va dire, une espèce de guerre sécessionniste fomentée dans l'est de l'Ukraine, mais où il n'y avait pas des soldats russes en tant que tels. Puis en 2022, il y a eu une invasion, si j'ose dire, en bonne et due forme, avec 150 000 soldats. Et en effet, Orban dit toujours « attention ». Ne nous coupons pas complètement de la Russie. Comprenons les raisons de la Russie. Bien sûr, les crimes de guerre, c'est mal. Mais la guerre, c'est pas bien. Si on pouvait asseoir tout le monde autour d'une table. Voilà. Et donc, il a dit, à ce fameux sommet de vendredi dernier dont tu parlais, il a dit, bon, quand même, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que l'Ukraine commence à négocier son adhésion avec l'Union européenne ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée qu'on donne de l'argent à l'Ukraine pendant les années qui viennent pour l'aider à acheter des armes ? Voilà. Alors, il a fini par dire, bon d'accord, je ne m'opposerai pas à l'ouverture des négociations d'adhésion, même si je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais par contre, pour l'instant, je m'oppose, je mets mon veto au fait qu'on puisse
donner encore de l'argent supplémentaire à l'Ukraine. Alors là, les autres ont dit, ok, bon, on a déjà ton accord sur le premier point. Sur le deuxième point, on se reverra en janvier, parce que pour l'instant, le programme d'aide financière à l'Ukraine court jusqu'au mois de juillet 2024. Donc on reprendra les négociations en janvier. Voilà. Mais donc Orban, c'est tout ça. Hein. Donc il faut avoir une vision complète d'Orban. Et ce qui est intéressant avec Orban, c'est que du coup, tous les autres partis du même genre que le sien, qu'on peut dire de droite extrême, souverainiste, néo-nationaliste, en France par exemple le Rassemblement National, en Allemagne par exemple l'AfD, en Italie la Ligue de Salvini, pour prendre en Hollande le PVV qui vient de gagner les élections, de Geert Wilders, enfin qui est arrivé en tête aux élections. Il n'a pas gagné les élections, il est arrivé en tête. Pour l'instant, il n'a toujours pas réussi à former de gouvernement. Voilà, il y a tout un tas de partis comme ça qui en fait ont changé de discours. Pendant des années, ils étaient pour dire « Oh, l'Union européenne, ça nous casse les pieds, il faut qu'on sorte ». Le Pen était pour le Frexit, Wilders était pour le Nexit. Et puis maintenant, ils disent oh, on va faire comme Orban en fait. Hein. On n'est pas pour la sortie, mais on est pour changer les valeurs de l'Europe de l'intérieur. Ils étaient pour Poutine pendant 10 ans, puis maintenant qu'il y a la guerre et les crimes de guerre, ils disent oh là là, on voit bien que l'opinion publique est quand même très très fâchée par ce que fait Poutine. Donc ils osent plus trop dire qu'ils sont pro-Poutine. Hein, et ils le disent plus trop en public, hein, mais ils disent quand même, bon, faut comprendre la Russie. Enfin voilà. Donc Orban, il est aussi très intéressant parce que il est à la tête d'un pays de 10 millions d'habitants. Mais en Europe, il n'y a pas de petits pays hein, dans l'Union européenne. C'est ça la grosse caractéristique, c'est que tous les pays ont vraiment voix au chapitre. Mais Orban, il a, si j'ose dire, donné un peu il était un peu l'avant-garde de ce que c'est que l'extrême droite en Europe d'aujourd'hui. Oui. Et l'extrême droite d'aujourd'hui, c'est pas la même que dans l'entre-deux-guerres. Hein. Il ne faut pas imaginer que ce d'aujourd'hui, c'est les partis fascistes de l'entre-deux-guerres. C'est autre chose. Je ne dis pas c'est mieux ou moins bien. C'est autre chose. C'est autre chose. Il faut comprendre à qui on a affaire. Voilà. Oui, il était aussi un peu à l'avant-garde dans la région, j'ai envie de dire, parce que vraiment ce genre de concept nous sommes pour l'Union européenne, parce que ce pays quand même ils comprennent qu'en fait l'Union européenne c'est la garantie de leur survie hein. Et qu'ils ne seront pas ils ne seront plus envahis, qu'ils vivront, enfin ils ne veulent absolument pas. C'est surtout grâce à l'OTAN qu'ils savent qu'ils seront plus envahis. Oui, mais l'Union européenne non mais ça aussi oui, comme idée, mais peut-être que, enfin, c'est vrai, c'est Orban qui a inventé un peu ce concept. L'Europe contre l'Europe, quoi. Restons dans l'Europe, mais soyons contre l'Europe. Mais après, peut-être, éventuellement, on trouve un peu les limites, parce que finalement, ce que tu as décrit, tout ça, c'est un homme politique très intéressant, très doué. Mais qui très doué, oui. Et par ailleurs, moi j'ai des parallèles, il me semble que ça aussi coïncide un peu dans le temps, un peu avec Erdogan et avec le développement d'Erdogan. Ça aussi c'était un peu parallèle, et donc il est très intéressant, donc c'est un homme politique doué, mais qui est pris au piège en fait de ses propres succès dans la mesure où il est au pouvoir d'une manière ou d'une autre depuis si longtemps. Et il s'y maintient depuis si longtemps, donc il faut se réinventer. Et il est réélu à chaque fois. Il faut à chaque fois réinventer le projet, parce que les gens, ils peuvent se lasser du projet national, ils veulent un autre projet. Donc en fait, tu as très bien expliqué comment il a su se maintenir, précisément parce qu'il a su tout le temps s'inventer, se réinventer. C'est peut-être éventuellement pour se dire que nous ne sommes pas encore... à la fin de cette histoire, nous ne savons pas ce qu'il inventera encore d'autre, et vraiment, je pense que c'est assez imprévisible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Orban, il est aussi intéressant, si j'ose dire, parce que, comme il est au pouvoir depuis 2010, donc ça fait bientôt 15 ans, on voit concrètement ce que ça donne quand, dans l'Union européenne, un pays est dirigé par un leader de droite radicale pour qui la démocratie, faut pas aller trop loin, parce que le plus important, c'est que la majorité ne soit pas embêtée, ne fasse pas de compromis avec les minorités. Et ça,
donc l'état de droit, comme on dit souvent, l'état de droit qui repose sur l'équilibre des pouvoirs, sur le fait qu'il y a des contre-pouvoirs, sur le fait qu'il y a une presse complètement libre. Alors une presse complètement libre, c'est pas seulement une question de législation et de censure, c'est aussi une question d'environnement économique, de financement. Donc Orban, par exemple, il s'est arrangé pour que la presse d'opposition n'ait plus d'argent. Voilà. Et que la presse, les médias, les seuls médias qui arrivent à avoir de l'argent, qui arrivent à avoir de la pub, qui sont soutenus par les entreprises quand c'est le secteur privé, ou qui sont soutenus par l'État quand c'est le secteur public, soit de la presse qui soutiennent le gouvernement Orban. Voilà. Même si c'est pas du tout interdit de créer un journal en ligne, par exemple. Donc, avec Orban, on voit bien qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir qui, dans l'Union européenne, qui, comme on le sait, est plutôt une alliance de pays qui sont des démocraties parlementaires, qu'est-ce que ça donne quand on a un dirigeant et un parti politique à la majorité à l'Assemblée qui n'aime pas l'indépendance de la justice et qui essaye de faire en sorte que la justice ait moins de pouvoir, que la justice soit moins indépendante, que l'administration soit plus arbitraire. Tout ça, on le voit comme dans un laboratoire. Et on l'a vu aussi avec le gouvernement polonais, entre 2015 et 2023, le PiS, le parti Droit et Justice, qui vient de perdre les élections. Donc c'est ça aussi l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est une espèce de grande famille politique, avec la plupart des partis sont des partis, on va dire, démocrates ou démocratiques, même s'ils ont leurs limites. Et il y a quelques partis qui sont pas très amis avec la démocratie et l'état de droit, et quand ils arrivent au pouvoir, ils peuvent pas faire tout à fait ce qu'ils veulent parce qu'ils sont dans l'Union européenne, mais quand même, ils érodent l'état de droit, ils érodent l'indépendance de la justice, ils érodent le pluralisme, ils s'en prennent aux minorités, ils discriminent, ils ségrèguent un certain nombre de populations. Et avec Orban, on a un laboratoire, et dans le cas d'Orban, il est très proche idéologiquement de Poutine. Voilà. Je voudrais peut-être juste rajouter très très brièvement, mais comme contexte, parce qu'on a parlé beaucoup de... Et c'est vraiment un point très important politiquement pour Orban, c'est la discrimination des minorités. Le sujet le plus important pour la Hongrie, c'est la minorité rome. Il faut expliquer qu'il y a beaucoup de Roms en Hongrie, dans cette partie de l'Ukraine, la Transcarpathie, et en Roumanie. Et ce sont des gens qui sont absolument sédentaires, mais qui vivent dans des conditions... Enfin, qui se trouvent plutôt défavorisés pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont souvent un niveau d'éducation moins élevé que d'autres. Et en fait, ils ont parfois des problèmes avec le travail, là où ils vivent. Bref, pour trouver l'emploi. Donc, en fait, c'est très concret. Quand on dit qu'on ségrègue ou on discrimine les minorités, par exemple en Hongrie, très concrètement, ça peut avoir l'air d'un tout en village, un peu à l'abandon, qui n'a jamais aucun financement, et que les gens, ils n'ont aucune possibilité, il n'y a pas de programme pour qu'ils puissent s'en sortir ou avoir plus d'éducation. Enfin, c'est pas quelque chose d'anodin. Voilà, ce n'est pas une sorte de soupçon du racisme diffus. Non, c'est vraiment, ça peut vraiment être quelque chose de très concret et de très dramatique. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Les amis, je vois qu'il est 13h04. Mariana, j'ai promis de te laisser filer à 13h, c'est ça? Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir invité pour cette c'était un plaisir géniale conversation que j'ai beaucoup aimée. C'était aussi un plaisir de t'avoir. Partagé. Je vous chasse inélégamment du plateau. Merci Sylvain, merci Mariana. Revenez évidemment quand vous voulez. On aurait pu encore en parler pendant 2 heures. Je t'envoie un texto d'abord quand même. Vous revenez la prochaine fois, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée. J'accueille 2 Audrey justement sur le plateau. Bonne journée à tous les deux. Je vous laisse entre les mains experte, habile et malicieuse de Mathis, que vous ne voyez pas mais qui est là. Et j'accueille donc avec plaisir Audrey Cid et Audrey Maurice. Ça va pas être facile, j'ai 2 Audrey. Et je m'en suis rendu compte en réalité en relisant mes fiches. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Vous avez chacune un micro. Les micros sont très directionnels. Il faut lui parler vraiment devant. C'est-à-dire que si vous lui parlez comme ça, il vous entend pas. Si vous lui parlez comme ça, il vous entend peu. Il faut lui parler comme ça et éviter de le prendre là, sinon ça fait des scrunchs. Voilà.
Alors, qui est Audrey Cid et qui est Audrey Maurice? Audrey Cid et Audrey Maurice, ça tombe bien. Il est 13h05, passé de 17 secondes. C'est l'heure de la petite histoire, de la grande histoire. La petite histoire de la grande histoire de ce mardi est une sale petite histoire. Une sale petite histoire crasseuse, dégoûtante, écœurante, malfaisante, malodorante. Une petite histoire dont on aimerait qu'elle disparaisse de la marche des choses. La petite histoire de la grande histoire du jour, c'est celle de Salomé Saké, qui est journaliste chez nos amis de Blast. Salomé Saké, qu'on salue, qui est une copine du talk, auteur notamment du Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Salomé, qu'on a déjà reçu ici. Salomé Saké, qui a été visée pour la seconde fois par du deepfake pornographique. J'étais dans le métro avec mon meilleur ami, et je regardais mes DM Insta, et soudainement j'ai vu qu'on m'avait envoyé une photo de moi où j'étais nue, c'était un deepfake, qui donnait l'impression que j'avais posé les seins à l'air de manière un peu sexualisée, et ça c'était réalisé à partir de vraies photos. Ma première réaction ça a été d'être un peu gênée, au point même d'hésiter à montrer la photo à mon ami, alors que pourtant c'était pas vraiment moi, enfin en tout cas c'était pas moi qui étais nue. C'est très étrange quoi, ça crée une espèce de malaise, une espèce de honte. Et puis ma deuxième réaction ça a été de me dire où sont ces photos, de cliquer sur le compte, de voir qu'elles étaient publiques et de me dire j'espère que personne ne les a vues. Et donc je lui ai quand même montré et lui ça a choqué, il m'a dit punaise c'est hyper bien fait. C'est-à-dire que si on passe rapidement sur ces photos, on pourrait vraiment penser que c'est moi parce que l'intelligence artificielle permet vraiment d'avoir du réalisme. Alors si on est un pro et qu'on regarde de près, on voit que ça peut, enfin que c'est trafiqué, mais moi au premier abord vraiment je trouvais que c'était hyper étrange quoi, ça m'a fait quelque chose. Et en discutant avec lui, déjà il était mal à l'aise, j'étais mal à l'aise et je me suis tout de suite posé la question de le partager publiquement parce que c'est la deuxième fois que ça arrive. Et là c'était particulièrement bien fait, mieux fait que la première fois. Et en fait, au moment de partager, j'étais mal à l'aise. Je me disais, mais je vais pas partager une photo où je suis nue. Enfin, c'est quand même hyper étrange, où j'ai la poitrine à l'air comme ça, même si c'est pas ma poitrine. Et c'est justement ça qui m'a fait partager ces photos à la fin, parce que je me suis dit que c'était pas du tout à moi d'avoir honte. Merci à nos camarades de la rédaction de Fresh à qui on a piqué de manière un peu pirate la vidéo. On va mettre le lien dans le chat, les modos s'il vous plaît. Salomé Saké à qui on passe la bise et à qui on adresse notre soutien. À elle mais aussi à toutes les autres victimes parce que Salomé Saké n'est pas seule. Des victimes de ces sales petites histoires-là, elles sont nombreuses. Ce sont souvent des femmes. On les pousse parfois au suicide, on détruit leur vie. Et notre consoeur Agathe Mahué leur a consacré un long reportage que vous pourrez retrouver dans le chat. Agathe Mahué qui n'a pas pu venir ce midi avec nous pour en parler. Elle est en reportage aussi, mais c'était sans compter la ruse et la malice de l'ami Mathis qui programme l'émission et qui a un certain talent pour nous trouver les bonnes personnes pour les bons sujets. Bonjour Audrey Cid. Bonjour. Audrey, salut, bienvenue. Tu es avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. C'est ça. Bonjour maître. Merci. Des histoires comme celle de Salomé Saké, on en voit beaucoup arriver dans les bureaux des avocats. Je pense que c'est un sujet qui va se développer petit à petit. Et en fait, on voit arriver des histoires, en tout cas sur les deepfakes et sur l'intelligence artificielle, par des biais différents. Donc là, on a un biais clairement cyberharcèlement, droit pénal, qui est assez horrible, franchement. Et il y a une émergence des deepfakes horribles qui arrive, donc sur tout ce qui est abus. Donc malheureusement, on va sûrement en voir arriver beaucoup. Après, la question, ça va être de se dire comment on répond, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement? La deepfake, c'est quoi? Allons-y. Une deepfake, ça peut être une image ou ça peut être de l'audio qui va être créé à base d'intelligence artificielle à partir d'une image ou d'une voix qui est déjà existante pour créer une toute autre image, une toute autre vidéo, un tout autre son. Donc quelque chose de totalement inédit et nouveau, mais à base de quelque chose qui est très vrai. Et grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à faire, comme le disait votre collègue Salomé Saké, quelque chose qui est extrêmement réaliste et qui peut faire peur ou qui peut être incroyable si on l'applique aux médias, par exemple au cinéma, ce genre de choses, mais qui peut être très effrayant, voire diffamant, et des conséquences très négatives. Comme on vient de le voir, évidemment. Salomé, comme d'autres, appelle à de la régulation. C'est parce qu'il y a un vide juridique. Le droit en l'état n'est pas suffisant. Alors, c'est une question qu'on se pose. À la juriste. C'est une question qu'on se pose souvent. Moi, je dirais qu'on a quand même pas mal de règles en place aujourd'hui, même si on ne prend pas l'objet de droit du deepfake précisément et qu'on ne dit pas dans la loi actuellement le deepfake, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est sanctionné comme ça. On a quand même beaucoup de lois en droit pénal. De vieilles lois en droit pénal, en fait, qui
qui aurait vocation à Exactement, s'appliquer c'est en ça. fait au deepfake Sur le peu droit que- à l'image, sur l'usurpation d'identité, on a pas mal de choses. Droit civil, code civil, on a beaucoup de choses sur la vie privée aussi. Donc il y a des choses qui existent. Si je pousse encore même plus loin, quand on pousse un peu l'atteinte à la personne, on va dans le droit d'auteur, donc mon sujet de prédilection, la propriété intellectuelle. On peut aussi trouver beaucoup de choses de ce côté-là. Droit des données personnelles, parce qu'en soi, c'est des données personnelles, on parle d'une voix, on parle d'une image, on parle d'une vidéo. Donc on a aussi des choses, on a des réglementations sur les plateformes qui existent depuis longtemps. Donc en fait, on a presque trop, mais c'est vrai que c'est pas précis, c'est-à-dire que ça ne touche pas directement les deepfakes, mais je pense qu'il y a quand même des moyens de l'appréhender. Après, dans le futur, on va avoir des choses plus précises. Il y a des lois qui sont en train d'être étudiées, votées à l'Assemblée et au Sénat, notamment une loi qui réglemente l'espace numérique, et je crois qui vise justement à cibler les deepfakes et ce problème de cyberharcèlement pornographique qui est horrible et à le sanctionner pénalement de façon assez ferme. Donc on a des choses qui n'étaient pas spécifiques, on va avoir d'autres choses qui le seront plus. Parce qu'il y a un début de jurisprudence peut-être Alors, ou pas encore. pas encore, je dirais, en tout cas pas à ma connaissance, il peut y en avoir, pas en France. Pas en France. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que ça prend quand même un petit moment pour que les affaires soient jugées, pour que les Voilà, choses c'est vrai que l'intelligence émergent. artificielle, ça arrive C'est depuis, ça. on va dire, 5 ans. C'est ça. On Donc, a un la petit jurisprudence boom. et la Cour de cassation, c'est plus ou moins aussi, au moins 5 ans. Ah, hein, c'est assez long, ouais, c'est ça. On peut avoir des petites décisions de tribunaux hein, et après en cours d'appel, mais ça prend son temps et c'est normal parce qu'on est sur des cas qui sont assez spécifiques. Et puis, encore une fois, il y a tellement de fondements différents qu'on va se dire sur quel fondement on attaque. Est-ce que justement on se met de côté le droit pénal et on va aller sur le cyberharcèlement, usurpation d'identité, diffamation, ce genre de choses, ou est-ce qu'on veut attaquer sur un autre fondement, si on n'est pas sur la pornographie évidemment, hein, parce que là c'est vraiment des choses qui sont assez précises. Donc voilà, je pense que ça va mettre un petit peu de temps. On a des décisions sur l'intelligence artificielle, pas forcément ciblées deepfake, mais qui commencent à émerger, en tout cas des cas aux États-Unis. Vraiment parce qu'il y a un énorme buzz Gen AI, Generative AI. Donc c'est des choses qui commencent quand même à émerger. C'est des sujets un peu plus copyright, un peu plus droit à l'image, parce que ça va toucher des acteurs, des choses comme ça. Je pense que ça va émerger, c'est évident. Allons-y pour un cas pratique. Je suis victime d'une deepfake pornographique. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors moi, je dirais porter plainte. Je pense que ça, c'est une des bases. En tout cas, si on veut aller sur le côté du droit pénal, mais pornographique, je pense qu'on va... Si tu étais mon conseil, tu Voilà, ferais quoi ? moi, je dirais, on va directement droit pénal, donc avocat spécialisé en droit pénal. On va porter plainte, on saisit le procureur pour une enquête, parce que ce qui est difficile aussi, c'est de savoir d'où vient le deepfake, qui est l'auteur du deepfake. On est sur des plateformes, parfois c'est publié sur des plateformes des réseaux sociaux qui sont connues, parfois c'est publié de façon anonyme. Il va falloir, la difficulté, ça va être vraiment de remonter un petit peu à cet auteur, de remonter aux outils qui ont été utilisés. Est-ce qu'on a utilisé une plateforme ? Est-ce que la plateforme peut elle-même être responsable ? Donc, identifier ces auteurs, c'est déjà un premier sujet. Et pour ça, bien évidemment, il faut une enquête. C'est la police qui le fait, avec les moyens de la police. C'est ça. À moins qu'on soit un génie et que nous-mêmes, on arrive à remonter un peu le filon informatique de la chose. Je pense qu'il vaut mieux laisser ça à la police, et justement, parce que si on a été victime, peut-être d'autres l'ont été aussi, peut-être on va démanteler quelque chose. Donc voilà, sur le volet droit pénal, je dirais, on porte plainte directement, et je pense que c'est des sujets dont la police se saisit de plus en plus. Je te vois acquiescer, Audrey Maurice. C'est un sujet dont tu es familière. Je l'ai appris comme beaucoup de gens dans l'actualité ces derniers jours, et c'est vrai que c'est effarant. Et on a hâte qu'il y ait des solutions qui arrivent, mais on comprend bien aussi que l'intelligence artificielle, on la comprend justement pas encore bien, et que la justice doit s'en saisir pour trouver des solutions pour y remédier. Il y a Volker dans le chat qui dit la difficulté, à mon avis, c'est déjà de porter plainte. C'est ce que dit, c'est pas ce que dit Salomé, mais quand elle se rend compte qu'elle se voit, alors ça n'est pas elle, hein, mais qu'elle se voit, en fait, qu'elle se reconnaît en fait nue sur une photo, donc qui n'est pas elle. En fait, elle se dit, mais est-ce que je vais le montrer à mon petit ami ou pas ? J'ai un peu honte, en fait. Et il y a peut-être ça aussi, probablement, et notamment parce que ça touche pas mal de femmes. J'avais regardé, il y a une étude en 2019. C'est une étude de Deep Trace qui avait calculé que 96% de ces détournements, alors déjà, avaient un caractère pornographique. Et la totalité concernait des femmes, des inconnus, des célébrités, des femmes politiques, des streameuses, etc. Il y avait une tentative de règlement au niveau européen, il me semble.
Oui, donc on avait, enfin, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence, il y avait le Digital Service Act qui était vraiment venu cibler la régulation C'est la des régulation de plateformes. l'intelligence artificielle. C'est des Alors, plateformes. moi je parle de juin non. dernier. Alors Pardon. on parle de EU AI Act peut-être, mais c'est deux choses différentes parce que vraiment donc on a ce Digital Service Act qui régule les plateformes, donc tout le contenu publié, un petit peu les contenus illicites et tout. Donc il met la responsabilité peut-être sur les plateformes, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Où on Enfin, se c'est dit, ce champ-là en tout cas. on se dit, est-ce qu'il faudrait pas justement les rendre un peu plus acteurs et pas passifs dans le sens je ne m'occupe pas de ce qui est publié. Il y avait déjà une loi qui s'appelle la LCEN qui venait un peu réglementer tout ça. Maintenant, le Digital Service Act va vraiment rentrer dans le détail spécifiquement des responsabilités. Si on parle de EU AI Act, c'est quelque chose qui est pour moi un peu différent parce qu'on va s'atteler au modèle un peu plus technique d'intelligence artificielle. Donc c'est plutôt un texte, en tout cas selon moi, qui doit s'appréhender comme une sorte de, on va être compliance, pardon. On va essayer de se conformer à ce texte et de rendre les modèles d'intelligence artificielle eux-mêmes conformes à la loi. Donc les brider pour ne pas qu'ils produisent du contenu illicite, par exemple. C'est ça. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est si les auteurs produisent des deepfakes, est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire que leur modèle d'intelligence artificielle soit en conformité ou non? Je ne sais pas si on va pousser le questionnement jusque-là. Donc, pour le moment, je dirais plus des réglementations qui vont sur les plateformes parce que les plateformes auront peut-être elles-mêmes plus tendance à aller vouloir chercher les auteurs, coopérer. Je pense que c'est d'ailleurs dans leur intérêt et leur volonté la plus grande. Donc, plus ce texte européen qui est Digital Service Act et la loi qui est en train d'être discutée actuellement sur le numérique, que le texte sur l'intelligence artificielle pure qui vient réglementer la chose de façon plus technique, un peu comme le faisait le RGPD sur les données personnelles. Ça, évidemment, il y a des choses, vraiment, mais pour moi, je vois une approche différente. La protection des données, donc. Voilà, le RGPD, c'était la protection des données. Là, vraiment, EU AI Act, c'est vraiment pour les modèles d'intelligence artificielle pure, fonctionnement de l'intelligence artificielle, une sorte de balance de risque aussi, qui est assez intéressante. Est-ce que quand on est victime d'un deepfake, on va aller chercher là-dedans, sachant que c'est quelque chose qui va entrer en vigueur en 2024, qui va nécessiter une grosse compliance? Pour moi, ça s'adresse plus aux grosses sociétés ou alors aux producteurs de modèles. Voilà. Qu'est-ce qu'on invente et pourquoi et jusqu'où? C'est ça, exactement. Comment on l'utilise, pourquoi, où on va se fournir. C'est un peu les questions qui en découlent. Et voilà, je pense que le deepfake, ça va être un vrai sujet pour les plateformes. En tout cas, c'est comme ça que je l'appréhende aujourd'hui. Je suis l'auteur d'un deepfake, je risque quoi? Alors, c'est moins ta spécialité, le droit pénal, je crois. Oui. Mais tu as peut-être une... Oui, non, je mais pense il y a des validée choses... sur la question. Oui, bien sûr. Alors, il y a des peines d'emprisonnement. Je crois que ça peut aller jusqu'à 1 an. Il y a des peines aussi financières, entre 15 000 et 45 000 euros. En fait, tout dépend du chef d'accusation. Donc, il y a vraiment des peines pénales. Dans la loi qui est en train d'être discutée, j'ai vu même une peine financière jusqu'à 60 000 euros. On essaye de monter un peu les barrières vraiment. Après, si on passe sur le droit civil pur, droit à l'image, ou alors droit d'auteur, ou alors d'autres droits de propriété intellectuelle, là, j'ai envie de dire, c'est le champ des possibles, c'est uniquement financier, c'est des dommages et intérêts. Donc ça dépend comment on l'appréhende. Qui vont réparer le préjudice, qui va s'apprécier en fonction des dommages psychologiques peut-être. Ça dépend. Parce que droit à l'image, peut-être. Donc, il y a un cas. Alors, je parlais du cas de Salomé Saké, par exemple, qui aurait esté en justice. Je pense que son cas, elle serait plus du droit pénal. En effet, vraiment, on irait chercher une culpabilité. Enfin, on irait chercher un fondement pénal pur, parce qu'il y a une atteinte à la société aussi. Enfin, il y a une atteinte à Salomé Saké, mais il y a aussi une atteinte à la société. Donc, on a envie vraiment de sanctionner ça. Donc, il y aurait sûrement des dommages et intérêts pécuniaires, mais aussi une peine peut-être d'emprisonnement. Alors là, c'est les juges qui décideront. Mais il y a des cas sur la Generative AI aux États-Unis. Il y a eu un cas un peu connu par Scarlett Johansson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est juste sa voix qui avait été utilisée. Et justement, elle a porté plainte, enfin pas porté plainte, mais elle a amené le cas en justice en se disant on utilise une partie de moi sans me demander l'autorisation. Donc, est-ce que c'est considéré comme un deepfake ou non? Mais voilà, il y a vraiment différentes manières, je dirais, d'attaquer le sujet et de s'en saisir.
Merci, Maître Cid, Avec avocate en droit plaisir. de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Tu restes avec nous si tu le veux bien. Avec grand plaisir. Il est 13h19, passé de 59 secondes, il est 13h20. C'est l'heure de l'invité du jour, parce que dans quelques jours, c'est Noël. Et dans 2 petites semaines, c'est la Saint-Sylvestre, avec au programme peut-être des cadeaux et des frigos qu'on remplit pour recevoir sa famille, ses amis, des bulles à consommer avec modération, des services publics, des rires, des calories, de la dinde du tonton gênant, peut-être, je parle pas du mien, qui me regarde peut-être et qui est sympa. Donc je disais pour les fêtes, des calories, du gâteau, des desserts, et puis aussi de grosses arnaques. Des arnaques de l'industrie agroalimentaire, des arnaques dont va nous parler Audrey Maurice de l'ONG Foodwatch. Audrey Maurice qui est notre invitée du jour. Salut Audrey. Bonjour. Depuis 6 ans, ton association épingle les produits qui arnaquent le plus les consommateurs lors des fêtes de fin d'année. Ce sera encore le cas pour cette année avec sa casserole d'or 2023. Parmi les marques, des marques super connues, tu vas peut-être nous en parler. On leur reproche quoi à ces marques ? On leur reproche ce qu'on appelle des arnaques sur l'étiquette, c'est-à-dire que pour les fêtes, ce sont des marques qui vont mettre en rayon des produits dont le marketing va être en décalage avec la réalité, que ce soit leur emballage, leur prix, leur contenu. Vous n'allez pas exactement acheter ce que vous pensiez acheter et les consommateurs et consommatrices vont être induits en erreur par ces techniques marketing de fête. Alors on peut peut-être commencer, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Ça marche comment la casserole d'or ? Ce sont des gens qui votent, je crois. Ouais, en fait, Foodwatch Et on peut encore invite, voter, il me semble. et on peut encore voter jusqu'à demain soir et on compte sur vous. Foodwatch invite tout le monde à voter pour élire la pire arnaque de Noël entre 6 produits qu'on a épinglés et qui illustrent en fait des pratiques de l'industrie agroalimentaire, ces fameuses arnaques sur l'étiquette. Vous avez du plein de vide, du suremballage, de l'huile de palme qu'on trouve là où on ne l'attend pas, des prix gonflés en rayon, voilà, de l'inflation masquée, donc tout un tas d'arnaques sur l'étiquette que vous êtes susceptible de trouver en rayon pour les fêtes. Et voilà, et c'est un peu des techniques de Foodwatch de faire ce name and shame et de pointer du doigt, d'épingler des marques qui jouent pas le jeu de la transparence pour les consommateurs et consommatrices. Et nous, on trouve que c'est pas normal, surtout en période d'inflation, surtout pendant les fêtes, alors que les gens veulent se faire plaisir. Alors, je ne sais pas si on peut citer des marques comme ça. Je ne me suis pas posé la question avant de préparer l'émission. Parmi les sélectionnés, il y a une marque de saumon très connue, par exemple. Qu'est-ce qu'on reproche à cette marque de saumon très connue dont on découvrira le nom sur votre site ? En fait, je pense qu'on peut la citer. Ouais, moi je peux les citer avec grand plaisir. C'est aussi mon travail de le faire. Effectivement, on a épinglé par exemple un saumon Labéry qui a été victime de shrinkflation, d'inflation masquée. C'est une pratique que Foodwatch avait épinglée en septembre 2022. Votre produit rétrécit. Et son prix au kilo, au litre, lui, il explose et vous n'avez pas d'informations. Donc, vous ne le savez pas et vous payez plus cher. Ça, c'est une pratique qui est vraiment indécente en période d'inflation. Donc, on est sur une arnaque au prix. On est sur une pratique, heureusement, que le gouvernement est en train de réglementer au moment même où on parle. Parce qu'il y a eu cette pression. Il y a eu plus de 50 000 personnes qui ont demandé son interdiction. Donc, ça montre aussi que quand on dénonce ces pratiques, on peut y mettre fin. Et ce saumon, en fait, il a perdu 10 grammes entre Noël 2022 et Noël 2023. Ça, c'est pas chouette. C'est pas chouette. Et vous, en tant que consommateur, consommatrice, vous faites des courses, comment vous voulez vous apercevoir que votre saumon, il a perdu 10 grammes et que son prix au kilo, lui, a explosé de 19%? C'est pas possible. Il y a du saumon, il y a d'autres choses. Allons-y. Il y a Brossard, il y a Sirop, il y a Ferrero. Et ceux-là, on leur reproche le même type d'arnaque. Non, chaque produit a sa petite spécialité. Le pain d'épices Brossard qui fait une édition spéciale pour les fêtes, spéciale foie gras, édition limitée. Vous avez le packaging devant, etc. C'est un produit qui est essentiellement composé de sucre sous toutes ses formes, sirop de glucose, fructose, etc. Et en fait, vous l'achetez au même prix que le même pain d'épices de la gamme au miel. Donc un produit sans miel que vous achetez au même prix dans son édition limitée, et tout ça encore avec un marketing des fêtes qui vous donne envie d'acheter. On a aussi épinglé ces chocolats Ferrero dans un sachet qui est vide à 52%, donc vous avez 52% d'air dans le paquet, donc c'est super déceptif quand vous l'ouvrez. Ce citron de cuisine Björk qu'on achète généralement pour aller avec le saumon au moment des fêtes, nous ça attire toujours notre attention. Ce citron de cuisine biologique qui semble être un produit de qualité. Sont les poires jaunes, c'est ça ? Comment ? C'est des citrons c'est ça, poires, les c'est poires ça, jaunes. En fait, vous demandez aux gens ce qu'ils pensent qu'il y a à l'intérieur, du citron 100% jus. En réalité, il n'y en a que 30%, près de 70% d'eau, qui est vendue en moyenne 2 € plus cher au litre
que les jus de citron classiques que nous, on a trouvés dans les rayons. Et donc tout ça, en fait, c'est un ensemble d'arnaques sur l'étiquette qui passe pas. Et on le voit, en fait, que ce soit la casserole d'or ou tout simplement les demandes médias qu'on reçoit d'en parler, en fait, ça explose parce que ça concerne l'assiette des gens, ça concerne le menu du réveillon et ça concerne un décalage entre la gastronomie et le savoir-faire qu'on nous vend et ce qu'on achète réellement et ce qu'il y a dans notre assiette. Et a fortiori en période d'inflation et a fortiori au moment où sont les fêtes et où les gens sont affectivement vulnérables, bien sûr. Ça fait 6 ans, c'est la 6e édition, je crois. Comment elles réagissent, les marques ? Elles réagissent peut-être pas, mais j'en doute. Ouais, non, mais si, elles ont toutes leur petite stratégie. Il y en a certaines qui ne répondent pas, qui nous ignorent complètement. Lindt, qu'on a épinglé par exemple pour Shrinkflation en septembre, en décembre, qui n'a jamais répondu aux consommateurs et consommatrices malgré la mobilisation que ça engendre. Donc il y en a qui choisissent le silence radio. Il y en a d'autres qui vont nous répondre et qui vont admettre en fait que les consommateurs et consommatrices peuvent se sentir floués et là qui vont changer leur packaging. Il y en a d'autres qui vont botter en touche, surtout dans les médias, et dire qu'elles affichent toutes les infos, que tout est réglo et que tout va bien. Et qui, en fait, passent un peu à côté du fait que, oui, peut-être qu'il y a le grammage, le nombre de chocolats, etc. Mais qu'en fait, c'est les consommateurs et consommatrices qui parlent. C'est pas juste Foodwatch qui dit nous, on est agacés, on en a assez. En fait, c'est les gens qui votent, c'est les gens qui se mobilisent et qui en ont marre. Mais heureusement, ce qu'on constate quand même, c'est qu'à force de les épingler, il y a des changements dans les rayons. Par exemple, très simple, Foodwatch épingle depuis des années les nitrites de sodium, cet additif controversé pour la santé dans les foie gras. Aujourd'hui, on en trouve de moins en moins et presque plus dans les rayons foie gras pour les fêtes. Donc quand même, il y a du changement. Et notre message, il est très clair aux industriels. En fait, tant que vous continuerez, nous, on continuera aussi d'épingler ces arnaques et de montrer qu'elles existent. En 6 ans, c'était quoi l'arnaque la plus grossière ? C'est le résultat du vote de la casserole d'or 2021, qui pourtant n'était pas un produit de 100% Noël, mais qu'en fait on met sur la table des enfants. C'était de l'Oasis. Est-ce que je peux vous laisser deviner ce qu'à votre avis il y a dedans ? De l'eau et du sucre ? Beaucoup de sucre. Oui, mais de l'huile de palme surtout. Et c'est pour ça qu'on l'avait épinglé, parce que personne ne pense trouver de l'huile de palme dans une boisson comme ça. Et c'est effectivement le produit qui avait remporté la casserole d'or 2021. C'est pas cool non plus, l'huile de palme pour les gamins. C'est pas cool du tout. Qu'est-ce que tu conseilles aux consommateurs pour qu'ils ne se fassent pas avoir ? Il y a plein de petits conseils qu'on peut donner. Le premier, c'est lisez les étiquettes, c'est votre meilleur allié. En fait, on retourne le produit, on regarde ce qu'il y a dedans. Plus elle est simple, plus il y a de chances que le produit soit simple lui aussi. On évite les machins, les noms compliqués, les trucs qu'on comprend pas. En fait, l'idée, c'est toujours d'essayer de se demander est-ce que ce que je vois en face avant de l'emballage, c'est cohérent avec ce que l'étiquette me dit. On essaie de comparer les prix au kilo, au litre, et surtout, on est quand même un peu méfiant de ces rayons des fêtes, des têtes de gondole, et on se demande si les produits qu'on veut acheter, on peut pas les trouver au rayon classique. Mais en fait, tout ce que tout ça dit, et c'est super important de le rappeler, c'est qu'en fait, c'est les industriels qui remettent la responsabilité de la transparence sur le droit à l'information de l'alimentation entre les mains des consommateurs et consommatrices. C'est toujours à nous de lire les étiquettes, de passer du temps dans les rayons, de scruter et d'essayer d'éviter ces arnaques sur l'étiquette, et ça, c'est pas normal. On a d'écouter Volca dans le chat qui dit moi je boycotte Noël cette année de toute façon et on mange plus rien quoi. Et on va te permettre de faire des économies, Volca. Merci Audrey Maurice. Merci à vous. De l'association Foodwatch. Il est 13h28 passé de 25 secondes. On va finir le stream un peu plus tôt aujourd'hui puisqu'il nous manque Marie-Stéphanie Servos qui a la crève et qu'il nous manque Willy Moreau qui est reporter donc au service reportage de France Info qui a été dépêché sur un incendie qui est en train de monter ses sons pour l'antenne. Merci à toutes les deux. C'est donc revenez quand vous voulez bien sûr. Revenez donc l'année prochaine, on parlera des deepfakes et on reparlera de l'édition 7 de la casserole d'or. Donc, merci à vous dans le chat d'avoir suivi avec nous. Merci d'avoir suivi ce stream. Merci à tous nos invités. Merci aussi à notre chère Aladine à la réalisation, vous ne voyez pas. Merci à Stéphanie au visuel qui est au 4e étage. Merci à Mathis à la programmation qui est en face de moi, qui va arriver dans le studio en courant. Matrix, Mathis entre donc. Mathis, je crois qu'on se retrouve jeudi pour le dernier stream de l'année.
Ah oui, c'est vrai que ce sera le dernier stream de l'année et pour ce dernier stream, on ne sera pas à la Maison de la Radio, mais on sera au Kick Café, qui est un concept store de K-pop dans le 2e arrondissement de Paris. Donc c'est une première déloc qu'on fait vraiment dans un endroit extérieur de la Maison de la Radio. Et on parlera donc évidemment de K-pop, de pop culture coréenne. Ce sera 18h à 19h jeudi. Merci camarade Mathis, parce qu'effectivement parfois on sort de la Maison de la Radio. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion autour du stream, je pense que Jules va mettre le lien du Discord dans le chat. Je vois que les modos ont aussi mis le lien vers la casserole d'or 2021. Ils ont aussi mis le lien vers la casserole d'or 2023 pour que vous puissiez aller voter. Grand sourire à ma gauche d'Audrey Maurice. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, rendez-vous donc jeudi à l'extérieur de la Maison de la Radio, dans le 2e arrondissement de Paris, pour une déloc autour de la K-pop. Ce sera de 18h à 19h. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Salut.